première, ce serait un peu plus tout ce qui a trait aux conditions d'exercice des métiers. Après, la question de la reconnaissance ou de la non-reconnaissance. Et après, les perspectives et la question de la responsabilité ou la répartition des responsabilités. À l'intérieur de ces trois moments, évidemment, il y a beaucoup de petites questions. Donc, si elles ne sont pas abordées par la salle, je me permettrai d'appuyer certains points. Alors, Martine, tu es où? Je suis là. Je suis petite, d'accord, mais quand même. Bon, c'est difficile de commencer. Non, mais bon, je suis là parce que Natacha a dit, t'es une vieille dame, quand même, t'as beaucoup d'expérience, t'as fait beaucoup de choses dans ta vie, et puis c'est un peu vrai, quoi, donc je ne veux pas faire l'histoire de la nostalgie. Je dirais juste ce qui était très intéressant de ce qu'on a entendu, et de la part de Menger, et ensuite des petites interviews de William Jacques et de François. Évidemment, ça nous renvoie à des questions extrêmement importantes. Savoir que, si on prend la deuxième partie de l'interview, j'ai eu en tout cas la chance, certains autres aussi ici, de participer à ce qu'on appelait des troupes. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment un travail de compagnie de troupes qui était une troupe permanente où le salaire était assuré toute l'année et où il y avait une véritable possibilité, je dirais, d'un travail de recherche, de perfectionnement, de formation permanente, ce qui me paraît absolument fondamental pour les métiers de la scène. Que ça soit, et de contact avec l'ensemble des métiers du plateau. Il n'y avait pas juste les acteurs de leur coin qui faisaient leurs répètes, tout était complètement en synergie. Alors il y a eu la troupe de Carouge avec Simon, il y a eu le théâtre de l'atelier, il y a eu le TPR qui a résisté, je crois, le plus longtemps, il y a eu la troupe, ensuite une nouvelle troupe avec Rocher au Carouge, et puis Apotéose avait créé un ensemble un peu sur le mode du Berliner Ensemble à Lausanne, puis il y a eu le théâtre, et en fait, toutes ces expériences se sont défaites, je dirais, sous la pression des événements, de l'évolution de la société et du contexte sociopolitique dans lequel on est aujourd'hui. On ne veut pas être nostalgique de ça, simplement il faut reconnaître que dans la pratique de troupe, il y a une véritable émulation entre les différents métiers et surtout, il y a la possibilité d'approfondir et d'arriver à une qualité d'un théâtre d'art, qualité à laquelle on n'arrive souvent plus tout à fait aujourd'hui, faute de temps, de répétition, faute de durée de représentation, etc. Il faudrait considérer qu'un spectacle n'est pas fait à la première, mais que le travail se poursuit, et plus on peut jouer, c'est ce qu'on disait là dans les textes, plus évidemment le métier d'acteur, le regard du metteur en scène, le regard du scénographe, etc., de tous ceux qui ont participé à l'expérience, s'enrichit. Et ça, là, il y a un appauvrissement que là, je parle uniquement sur un plan artistique que je trouve dommageable. Maintenant, bon, il faut dire que le contexte, on croyait tous au grand soir, on allait faire la révolution, on était tous dans une pratique d'un théâtre très engagé, très politisé, il y a eu le living, et cette période a induit une véritable transformation des formes. Et ça, il ne faut pas l'oublier, c'était fondamentalement important. C'est-à-dire que le living a débarqué, ou quelques autres, l'open theater, je ne vais pas tout citer, je ne vais pas jouer les nostalgiques, mais ça a été une véritable révolution formelle aussi. Mouchkine, c'était une révolution formelle. Aujourd'hui, ça nous paraît normal, mais c'était vraiment un truc hyper important. Et c'était hyper stimulant. Et, alors peut-être on ne va pas pleurer, parce que l'horreur d'aujourd'hui peut peut-être ouvrir sur des lendemains plein de visions d'avenir pour demain, je dirais, pour les artistes, parce qu'on devra forcément retrouver cette responsabilité face à une société qui est en déréliction et qui favorise d'une manière absolument insensée les pratiques individuelles. Contrairement, voilà. Voilà, autrement, ben voilà, je pense qu'on va aborder d'autres choses plus tard. J'ai eu la chance aussi, juste pour rebondir sur ce que disait William Jacques, d'enseigner beaucoup le théâtre dans le cadre du conservatoire, de faire aussi, à l'époque, on faisait de la radio le matin, on répétait l'après-midi, on jouait le soir, c'était
Mais je crois que la course continue, parce que si je vois, je discutais tout à l'heure avec Daniel Milovic, qui est éclairagiste, et ben, des fois, elle a trois trucs en même temps. Elle doit courir, chercher des projecteurs là-bas, ramener des trucs ici, faire une régie de soi. Enfin, c'est un gymkhana absolument épouvantable. Donc, ça, c'est aussi des conditions physiques et financières qui sont extrêmement difficiles et qui amènent beaucoup de précarité. L'autre point important, je trouve, c'est la question posée Menger. Et là, je crois qu'il faudrait sortir des tabous, parce que la grande diversité, l'extraordinaire offre culturelle aujourd'hui, elle induit la précarité. Alors, personne n'ose choisir. On dit non, nous on ne va pas choisir, c'est les politiques qui doivent choisir. Après, le politique dit non, c'est vous qui devez choisir. Et puis alors chacun reste dans son petit précaré, parce que quand on a un petit précaré, j'en sais quelque chose parce que j'en ai eu un, en poche, on a tendance à s'accrocher. On se dit, oh, je ne vais pas partir parce que je reçois tous les mois, ça a l'air formidable, c'est un rêve, on n'a jamais vécu ça. Donc il faut savoir aussi, je dirais, se positionner en tant qu'artiste qui doit se poser des questions et pas tout attendre, je dirais, de l'autre. Et moi, je crois que c'est un tabou qu'il faut lever. Je ne sais pas encore vraiment comment. On pourrait parler des commissions, hein, des commissions qui décident de l'attribution des subventions. On râle beaucoup sur les commissions, peut-être avec raison, je ne sais rien. Mais là, c'est vraiment une question sur laquelle il faudrait s'attarder, parce que je pense, perso, j'ai toujours regretté que quelqu'un comme Steger n'ait pas été, je dirais, presque systématiquement dans des commissions, parce qu'il avait un point de vue de lecteur fantastique. Tout le monde n'a pas ce point de vue. Il y a des gens qui ont des dons, des capacités. Moi, je ne sais pas jouer du violon, mais je peux faire autre chose. Donc, chacun selon aussi ses capacités. Donc, moi, je dirais qu'il faut ouvrir la discussion là-dessus. Il faut arrêter de se faire peur, et puis de dire machin, truc, chose, c'est eux qui sont responsables. Troisième point que je voulais soulever, après je m'arrête, c'est ce qui me fait personnellement beaucoup de chagrin, c'est l'idéologie du jeunisme, c'est-à-dire l'émergence, qui sous-entend quoi? Qu'il y a des jeunes émergés et des vieux immergés. Donc, les vieux immergés, ben, on en fait partie, enfin moi j'en fais partie, en tout cas c'est clair, mais ça c'est pas normal, parce qu'on ne peut pas arriver à construire une trajectoire artistique dans ce pays, parce que vous devez tout le temps recommencer à zéro. Et ça c'est insupportable. Ça je le dis franc net, c'est insupportable, parce que vous ayez fait 100 spectacles dans votre vie, 50, 30, etc., il faut recommencer à faire les devoirs. Je m'appelle Marie, j'ai né telle année, j'ai fait gna. C'est insupportable ça, il faut arrêter. Bon, alors ça je trouve que là, il y a une vraie réflexion à avoir, parce que ce concept de jeunisme, il est venu beaucoup plus du côté, je dirais, des responsables politiques que du côté des artistes, qui ont évidemment sauté dans le créneau. Parce que si je suis jeune, je dirais, ah bah super, je suis dans le bon côté de la barrière, je vais aller demander, on va m'aider, ce qui est absolument logique. Hein. Donc voilà, moi je pense que cette question de la formation, de la nécessité de trouver des conditions de travail artistique qui soient plus favorables, la notion de la précarité, de la diversité, et la notion des idéologies sournoises, et qui ne sont pas forcément volontaires. Hein. Je ne dis pas qu'on a décidé que les jeunes étaient bien et que les vieux étaient nuls, mais ces idéologies sournoises qui sous-tendent comme ça des positions qui finissent par entrer dans les têtes, je crois qu'il faut faire attention, il faut vider un peu les têtes de temps en temps. Voilà, j'ai fini. Sur cette histoire de jeunisme, je suis absolument pas d'accord et j'aimerais articuler ça à d'autres choses. Je suis outré de ça. C'est-à-dire, on pourrait se renvoyer la balle comme ça à dire que vous, vétérans, vous avez vécu des âges d'or avec des salaires confortables, ce qui n'a pas du tout été notre condition et que nous, on peine à émerger. Il y a une violence qui est faite sur ceux qui n'ont pas votre expérience. Elle est faite depuis 10 ans et elle sème une confusion, elle crée des tensions à l'intérieur de la profession. Je peux citer le groupe Demi qui était mené par François Rochet il y a 2 ans quand il a mené sa compagne pour arriver à Carouge. C'était détestable comme il s'est permis de juger la profession, c'est-à-dire ceux qui arrivaient là, qui étaient forcément, nous sommes jeunes, nous sommes comme vous quand vous étiez jeunes, nous étions en désaccord. Mais vous avez fait passer ça sur le compte de l'inexpérience
je dis vous, c'est un vous général qui ne vise que ce groupe de mise, qui était vraiment très infamant, comme il a mené sa campagne. Maintenant, si je reviens sur la catégorisation, mais ça suffit, les jeunes contre les moins jeunes, ceux qui se disent contemporains contre ceux qui se disent classiques, etc. Mais on en est où? Oui, mais arrêtons de créer des catégories, de travailler avec des catégories qui nous déchirent les uns les autres. Les temps sont durs politiquement, les temps sont durs dans la société. Il faut arrêter de se montrer du doigt les uns les autres. Nous devons faire face à des forces politiques qui estiment que nous ne sommes d'aucune utilité, quels que soient nos critères esthétiques, nos ambitions personnelles. Et voilà, et ça, il nous faut faire front commun là-dessus. Je réagis à ça parce que j'en ai marre. C'est la deuxième fois que je vois intervenir comme ça. Il y avait une polémique émergente, c'est-à-dire il y avait un article, je suis désolé de le citer, du Temps qui disait il n'y a personne. Ça avait fait une grosse protestation. Bon, Réunion Grotli aussi, il y avait 7 ans. Du coup, tout le monde est là. Mais bien sûr, chacun se dit mais pourquoi pas moi? Mais c'est normal. Mais cessons d'être naïfs. Cette question est légitime, mais nous ne sommes pas chez Jacques Martin. Tout le monde ne gagnera pas. Quand on décide d'être artiste, on sait que peut-être on ne l'est pas, peut-être on n'est pas assez fort, peut-être les autres ne le verront pas, et ça c'est régulier maintenant, ça c'est des questions très compliquées. Comment on peut trouver les critères qui disent celle-ci, celui-là, plutôt que c'était l'autre? C'est très compliqué tout ça. Je veux dire, en tout cas, je réagis directement parce que j'en ai marre des catégorisations. Je vois ça trop en politique, les musulmans, les laïcs, les vrais Suisses, les pas Suisses, ça suffit, mais que nous, milieu culturel, on soit à penser avec des catégories de ce genre-là, identitaires, je suis consterné. Voilà, merci. J'aimerais bien qu'on recentre quand même la discussion. C'est pas moi qui ai inventé ça, moi je suis à peu près à 80% d'accord avec toi. Mais c'est quelque chose qui se dit partout. Il y a eu même des conférences, je me rappelle, à la Comédie d'Autrevoise, sur ces questions. Donc j'ai dit c'est sournois, il faut faire gaffe à ça. Pardon, je pense qu'en fait, moi je suis middle age. En fait, ce que je crois que Martine soulevait, c'est des concepts et des formes qu'on utilise dans la communication, notamment du spectacle, pour que ça marche. Et en l'occurrence, Martine n'a pas tort, et tu n'as pas tort non plus. Et je crois que c'est un tout petit peu plus épais que ça. Voilà. Ce que j'essaie d'inviter, c'est de penser en dehors des catégories, au moins quand on le fait. Mais je crois qu'elle essaie de le faire aussi. Oui, mais le jeunisme, c'est-à-dire, on peut s'envoyer la balle, mais à l'éternité, je veux dire. D'accord, c'est ça. Il faut sortir des catégories, c'est-à-dire que le système qu'il nous faut penser, c'est un système qui, hors des idéologies des uns et des autres, des âges, de l'expérience des uns et des autres, permettent d'assurer à chance égale. C'est vraiment une question très très politique. On ne peut pas dresser une catégorie contre une autre, dire c'est les émergents contre nous qui avons livré, nous sommes jetés. Je m'excuse, mais je pense que c'est plus un triangle, c'est-à-dire qu'on nous renvoie ces catégories, il est question de ça. Et je pense que si Martine en parle, c'est parce que simplement c'est un triangle entre la presse, il faut que ça marche, et qu'on est prisonnier de ça. Voilà, c'est juste ça. Donc, encore une fois, ce que tu disais, c'est juste. Une catégorie, elle n'a aucun effet si on ne l'adopte pas. Elle a strictement aucun effet. Si nous, les milieux culturels, du théâtre, nous n'avons pas l'espace critique, comprendre à quelle catégorie, pas concept, c'est pas des concepts, c'est des catégories ça. Concept c'est encore autre chose. Si on ne comprend pas qu'on parle avec des catégories qui sont truquées, qui nous dressent les uns contre les autres, on ne va pas s'en sortir. Mais la diversité c'est aussi un concept. Par exemple, quand tu parles de la diversité de la précarité, effectivement on pourrait dire que la multiplicité pourrait donner beaucoup de précarité, c'est juste puisqu'on se disperse, mais en même temps c'est pas la valeur qui est fondamentale au niveau déontologique de la diversité. Je crois qu'on y tient tous, comme tu dis, noir, blanc, et justement vieux, jeune, etc. C'est ça la diversité. Puis voilà, on ne peut pas forcément non plus l'opposer à la précarité, exactement comme ça. Donc on manie des concepts, une terminologie pour lequel il pourrait être facile de se fâcher. Voilà. Donc, mais à part ça, je pense qu'on est d'accord. Voilà. Pour moi, ni les catégories ni les jeunes ne posent de problème. Voilà. Très bien. Je disais que moi, ni les catégories ni les jeunes ne
pose des problèmes. Je suis très content de faire du contemporain et d'aller voir un spectacle classique et de voir des jeunes qui font des choses que je ne ferais pas. D'accord, moi ce que j'essaie d'induire, c'est que l'usage de catégories, ça a des effets, c'est-à-dire au-delà de nos intentions, nos légitimités respectives, ça a des effets politiques, publics, etc. C'est ça. Mais bon, ça c'est une autre discussion. Ça a des effets lesquels il faut qu'on se méfie. On a eu dernièrement plusieurs séances au sein de la Corodis pour discuter de réforme des règlements. Et un des règlements maintenant portera sur les compagnies émergentes. Alors la position de la ville, c'était au départ une position qui était contre le fait d'introduire cette catégorie d'émergents dans ces règlements. On a été absolument minorisé par rapport à toutes les autres villes et cantons de Suisse romande qui font partie de la Corodis et des associations professionnelles qui participent à ces séances. Ça a été assez amusant de voir la discussion de la définition de ce que c'était que l'émergent. Parce que pour certaines villes, c'est 5 ans de métier, pour d'autres, c'est un âge, pour d'autres, c'est temps de production. Voilà, donc on peut passer beaucoup de temps à essayer de construire des catégories. Moi, je n'ai pas encore compris à quoi ça servait. Donc ça ne m'intéresse pas beaucoup et je pense qu'effectivement, ce qui est plus intéressant, c'est de voir comment est-ce qu'on accompagne les artistes à partir du moment où ils commencent à travailler jusqu'au moment où ils sont en pleine maturité de leur travail et au-delà aussi, parce qu'on sait que les artistes travaillent très longtemps et c'est très bien comme ça. Donc l'idée par rapport à ça, ça a quand même été à Genève, puisqu'il n'y avait pas de troupe dans les théâtres, c'était les conventions, qui restent très très modestes comme outil, aussi bien dans la danse que dans le théâtre, puisque vous savez ce sont quand même des toutes petites sommes. Là, il y a 2-3 compagnies conventionnées qui sont là, et peut-être Barbara peut en parler après de ce que ça a amené concrètement et en quoi c'est suffisant, insuffisant pour justement permettre un travail dans la durée. Il avait été question à l'époque aussi de mettre des durées limites aux conventions, c'est-à-dire que vous avez le droit à 3 fois 3 conventions, puis après c'est fini, vous retournez de nouveau. Voilà. Donc ces discussions-là, elles ne naissent pas de nulle part, c'est que une fois qu'on a 10 conventions ou 15 conventions, on voit bien que beaucoup aimeraient avoir des conventions, et puis on n'a pas forcément les moyens pour donner des conventions à tout le monde, pour accompagner tout le monde sur la durée. On a aujourd'hui, à Genève, on s'en rend compte avec le canton, on discute souvent plusieurs générations d'artistes. On a ceux qui ont 20 ans, et la manufacture, on fabrique toutes les années, puis on a ceux qui ont 30, puis il y a les quadras, les quinquas, et puis ceux qui ont 60 et 70 ans. Donc on a une quantité d'artistes qui est impressionnante aussi. Et c'est vrai que cette question du choix, elle arrive forcément dans le monde de la politique, parce que les catégories ne vont pas résoudre ce problème. Elles répondent un peu, à mon avis, à des effets de mode, c'est-à-dire tout d'un coup la mode marketing, c'est un peu les jeunes, mais ça c'est international, ça marche très fort dans l'art contemporain, c'est des produits qui se vendent, sur lesquels on mise, voilà. Donc il y a tout un trend là autour, mais ça reste du marketing. Bonsoir tout le monde, je voudrais rebondir là-dessus. Je voudrais dire qu'évidemment, on a évidemment besoin de la jeunesse. C'est pas un gag, c'est éminemment nécessaire parce que c'est justement les nouvelles générations qui sentent leur temps, qui connaissent leur époque d'un point de vue très sensible, que les jeunes ont tendance à vivre un peu sur évolue moins vite. En revanche, moi j'ai vécu justement, j'ai eu aussi le grand bonheur de vivre cette période au Carouge où on avait des spectacles à 25-27 comédiens, où il y avait une compagnie, j'en fais partie, et pour un jeune comédien, d'arriver dans un milieu avec des gens tout noirs qui me propulsaient, qui m'enseignaient, je jouais avec toutes les générations sur le plateau, il y avait 4 générations, des personnes très jeunes. Ça, c'était extraordinaire. C'était un moment tout à fait fondamental. Et je voulais, ce soir, je voulais surtout venir pour intervenir sur le plan de la mise en scène. Je ne suis pas un metteur en scène, mais voilà, les jeunes qui veulent faire la mise en scène, c'est parfaitement légitime, c'est tout à fait normal.
Mais il n'y a pas de formation pour eux. C'est qu'ils doivent se lancer comme ça, avec leur savoir, avec leur certitude. Permettez, merci, je vais juste finir mon truc. Il y a la plupart des jeunes metteurs en scène qui commencent aujourd'hui, ils doivent se lancer comme ça parce qu'ils ont ce désir, cette volonté. Or, à Carouge, par exemple, c'était aussi l'occasion, et Hervé Loachemol a fait ses premières mises en scène dans ce cadre-là, encadré, soutenu, voilà. Et ça lui a permis aussi d'apprendre son métier, parce que, bien sûr, je crois qu'on oublie qu'on s'inscrit aussi dans une histoire esthétique. Que chaque génération renouvelle ses formes, en même temps qu'il y a une histoire et un savoir-faire. On n'est jamais autant libre qu'on maîtrise son instrument. Donc, moi j'ai toujours été choqué, par exemple, que dans les théâtres institutionnels, il n'y ait pas des lignes budgétaires pour l'assistanat. Ça doit être obligatoire. Quand on a des grands metteurs en scène qui débarquent, eh bien, les jeunes qui souhaitent faire la mise en scène, ils devraient avoir accès au travail, voir comment ça se passe, apprendre comment la dialectique s'exerce entre le décor, l'éclairage, les costumes. Ça, c'est des choses qui s'apprennent aussi, qui ne sont pas spontanées. Parce que le génie spontané, c'est formidable, et ensuite il faut le structurer, il faut lui donner des bases, il faut lui donner pour qu'il puisse s'exprimer, il faut lui donner sa puissance, et celle-là, elle passe aussi par l'apprentissage, quitte à le dépasser par la suite. Extrêmement marginal par rapport à cette discussion, dans le sens où moi j'ai jamais eu de problème professionnel. Je suis un pur scénographe, j'ai jamais fait autre chose que de la scénographie, j'ai fait des études supérieures de lettres et de dessin, j'ai eu la chance de rentrer à Strasbourg comme élève scénographe, j'en suis sorti royalement, j'ai tout de suite travaillé dans des grandes institutions, l'opéra, etc., au TNS et après j'ai eu une deuxième chance, et là je rejoins totalement le discours de Martine. J'ai eu la chance de travailler au Théâtre Populaire Roman pendant 8 ans, une vraie vie de troupe. J'étais scénographe permanent au TPR, dont je ne travaillais avec personne d'autre, je ne travaillais qu'au TPR, avec une équipe d'acteurs. J'étais aussi directeur technique, etc. Et cette pratique de terrain m'a permis de mesurer ce qu'est la vraie richesse du théâtre. À l'époque, quand je suis rentré au TPR, on gagnait 850 francs par mois. Donc c'était pas grand-chose, même si c'était à la Chaux-de-Fonds, qui n'est pas, comme le dit Paulier, une terre d'exil. C'était un centre à l'époque névralgique du théâtre roman, et c'était très important d'y être. Par contre, notre vraie richesse, c'était le temps. Je me rappelle qu'on a monté le Roi Lear, on a pris 6 mois pour travailler. Et on a fait une première expérience, où on a monté le Roi Lear d'une manière, je dirais, traditionnelle, puis après, fort de cette première expérience, on a revisité la pièce de Shakespeare, et on l'a montée dans un dispositif plus alternatif, où les spectateurs se regardaient en train de regarder le Roi Lear. Enfin, il y avait une vraie réflexion autour du théâtre élisabétain, mais dans une transcendance tout à fait contemporaine. Ce spectacle, on l'a aussi joué 183 fois. Ça aussi, c'est une vraie richesse. Et quand je vois actuellement à Genève, et ça je le dénonce, même si je suis imprégné aussi de ça, quand je vois les efforts qu'on fait pour monter des spectacles et qu'on les joue 2 semaines ou 3 semaines au maximum, je trouve ça lamentable. Je trouve ça vraiment scandaleux, qu'on ne puisse pas jouer plus longtemps et plus souvent le spectacle. Alors je sais, je fais une petite parenthèse économique, plus on joue un spectacle, plus on perd de l'argent. C'est une réalité économique actuelle, en tout cas dans le terreau contemporain à Genève. Ça, vous pouvez interroger Hervé Loachemol là-dessus, vous pouvez interroger d'autres gens, ça c'est une donnée qui est comme ça. Ce que je veux dire maintenant, je vais revenir un peu au métier du théâtre. Je déplore, et je suis très heureux d'avoir réentendu ces quelques extraits du livre blanc, je déplore moi aussi cette perte des métiers, parce que ces métiers, c'est ça qui fait une partie de la richesse du théâtre. Ces métiers, ils sont induits. Ils sont induits par le terme même de théâtralité. Peter Brook, qui commence son livre sur l'espace vide, à peu près, je le cite de mémoire, il suffit qu'un homme traverse un espace et que quelqu'un d'autre le regarde, et l'acte théâtral est amorcé. Dans cette phrase élémentaire, mais en même temps fondatrice, il y a tout le théâtre. Il y a celui qui regarde, il y a le point de vue, il y a celui qui fait quelque chose dans un espace donné, et de cette manière-là, tous les métiers du théâtre sont engagés. La mise en scène,
la lumière, les costumes, la scénographie, quel est le rapport entre des acteurs et des spectateurs, quel type de rapport on veut instituer, selon quel paradigme architecturaux, etc. Une salle frontale, ce n'est pas une salle à l'italienne, ce n'est pas un espace comme le Louvre, et ça, par exemple, c'est des choses dont, quand on a du métier, dont on doit tenir compte. La scène, ce n'est pas un espace qu'on squatte, c'est un espace qu'on comprend avec une intelligence du cœur et de la raison. Et par rapport à ça, je trouve que les métiers actuellement sont dans une totale perdition. La scénographie, pour parler en ce qui me concerne, la scénographie, bien sûr, c'est induire. À chaque fois qu'on fait un spectacle, on fait forcément de la scénographie, puisqu'on met en rapport des gens qui regardent et puis des gens qui jugent. Mais après, c'est quoi un scénographe actuellement? Je veux dire, moi, quand je vois ce que je vois actuellement à Genève, dans cette diversité culturelle que tout le monde chante, je vois énormément de médiocrité au niveau des métiers. Des fois, il y a des scénographes, ils n'ont aucune formation, ils se bombardent scénographes, je ne sais pas d'où ça sort. D'autres, souvent, il n'y en a pas, donc c'est le metteur en scène, et puis les comédiens qui se débrouillent en essayant d'inventer quelque chose, mais ils n'ont pas conscience des paradigmes de la scène, ils ne savent pas ce que c'est. Quand je vois, alors là, je m'excuse pour dire je t'attaque, mais c'est très gentil, quand je vois qu'on fait un spectacle avec 5 metteurs en scène, 16 ou 18 comédiens, puis qu'il n'y a pas un scénographe, qu'il n'y a pas un costumier, je trouve que là, on ne fait pas notre travail. Je le prends moi aussi. Quand je vois qu'une directrice du poche me dit un costume, ça ne doit pas coûter plus de 400 francs, je suis vraiment outré. Outré parce qu'on ne défend pas de nouveau les métiers du théâtre et de la scène en général. Voilà dans un premier lieu. Quelques réflexions comme ça. Je vais te répondre tout de suite par rapport au projet. Forcément. Je pense que c'était un pari, c'était un work in progress, c'était un challenge, c'était aussi de la responsabilité. Je ne vais pas me dégager de ça parce qu'on vient d'en parler, on vient de faire Je suis là si jamais un des 5. Oui, un des 5, ah oui, bien, bien. On vient de discuter de ça. Donc, on a fait le choix d'engager beaucoup d'acteurs et de mettre relativement peu de moyens dans la scénographie. Mais c'est aussi en lien avec l'argent qu'on a reçu en complément. Donc forcément, là, qu'est-ce que tu veux que je te réponde? Là, on a essayé de faire ce qu'on a pu. Et c'est toujours... Et tu sais bien, ayant travaillé toi avec moi, que c'est pas... que j'ai pas été... j'ai plutôt fait des grands efforts au niveau construction, et tu sais bien que ça me plaît énormément. Donc je ne comprends pas tellement cette attaque directe. Non, c'est bien que je suis passionné de scénographie. C'est juste une dérive qui arrive de plus en plus dans le... Oui, c'est une dérive, mais en même temps, c'est quand la dernière fois que tu as vu 15 acteurs sur scène? À l'opéra? Oui. D'accord. Mais ça, je le déplore aussi. Des figurants. Je le déplore aussi parce que c'est contrairement... Moi aussi, je le déplore parce que je me rends compte que justement, je peux le dire maintenant, à l'opéra, on peut monter... Je me répète peut-être, mais à l'opéra, on va monter une tétralogie de Wagner sans se poser de problème. Maintenant, si tu veux monter un Schiller, mettons Wallenstein, je ne sais pas, Guillaume Tell, par exemple, eh ben, soit tu fais une version à 5, merci Benjamin, ou tu fais une version à 3, ou à 1, merci Gilles Privat. Oui, mais ça c'est déjà fait. Ça, déjà ce que je veux dire, c'est que, par exemple, là, on ne peut plus montrer il y a 15-20 ans,